Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui afin que je puisse vous présenter les sorties livresques du mois de septembre. Je n'ai pas fait de vidéo comme tous les ans juillet-août sur les sorties livresques parce que il y a toujours moins de choses et en plus cette année c'était un petit peu compliqué. Mais je vous propose qu'on reprenne pour la rentrée. J'ai environ une vingtaine de sorties à vous présenter, donc on ne va pas s'éterniser. On va commencer tout de suite dès le 1er septembre avec la sortie de Sympathy for the Devil de Caro Melu aux éditions Edelweiss. Je ne sais pas si Edelweiss est une maison d'édition qu'a créé l'autrice pour sortir son livre ou si c'est une autre maison d'édition, je ne connaissais pas. Sympathy for the Devil, c'est une chanson des Rolling Stones que j'aime beaucoup et c'est pour ça du coup que ce titre m'a attirée et je me suis penchée un petit peu sur le synopsis. Ici, nous allons être dans le royaume des anges et des démons et nous allons rencontrer Maël. Maël qui est le prince des enfers puisqu'il n'est autre que le fils de Lucifer lui-même. Malgré ce titre, il a trahi tout bêtement sa famille puisqu'il a décidé de se mettre au service des anges. Pour une raison qui ne semble pas tout à fait altruiste puisque d'après ce que je comprends, il tient quand même beaucoup à une certaine humaine et je crois que c'est le seul moyen de veiller sur elle. Il vit donc sa petite vie plus ou moins tranquille jusqu'à ce que sa mère Lilith ait décidé de foutre un petit peu le bordel. Elle est énervée contre les humains et donc elle a décidé de déclencher ni plus ni moins que l'apocalypse. Notre prince des ténèbres va donc devoir faire un choix entre le camp des démons ou le camp des anges. Qui va-t-il sauver ? C'est évidemment un synopsis qui est un petit peu bateau dans le thème, donc en fait ça va vraiment dépendre de la façon dont c'est écrit. Est-ce que l'imagination va être bonne? Est-ce que l'univers va être abouti? Est-ce que les personnages vont être aboutis? Ça peut être très bien comme très mauvais, mais je pense qu'il faut tout de même lui laisser sa chance. Nous allons rester le 1er septembre toujours avec Les Héritiers de Salem, écrit par Émilie Bonnet et apparaître aux éditions Nouvelle Plume. Donc Nouvelle Plume, c'est la maison d'édition qui est rattachée au club France Loisirs et donc qui ne fait que des parutions inédites contrairement au reste du club. Ici on a l'air quand même dans une lecture plutôt halloweenesque puisqu'on va y parler sorcière, on va y parler Salem avec Serena qui est une descendante. Enfin, je n'en sais rien, mais je le suppose, de sorcière. En tout cas, Serena va arriver chez sa tante dans un manoir dans la ville de Salem. Évidemment, il y aura des phénomènes étranges et inquiétants. Une fois encore, un résumé très bateau pour un livre qui reste à découvrir, qui peut être très bien comme bien tout à fait mauvais. Le 2 septembre maintenant, c'est James Dashner qui nous offre un nouvel opus dans l'univers du labyrinthe avec le rivage des survivants. Ne me demandez pas de quoi ça parle, je n'ai pas lu le synopsis parce que je n'ai pas fini, je n'y lis que la trilogie de base. Je n'ai donc pas envie de me spoiler sur les autres livres autour du labyrinthe. Si vous voulez donc savoir de quoi ça parle, je vous en prie, allez regarder sur internet. La seule chose que je sais, c'est que ça se passe, si je ne dis pas de bêtises, 73 ans après le labyrinthe. Ah oui, et si vous entendez soupirer, j'ai un chien qui dort juste derrière moi, et donc si ça bouge ou que ça soupire, c'est elle. Mes deux chiens, moi, sont en train de se balader, et ça c'est la chienne de mes parents que je suis en train de garder. En général, elle bouge pas trop, mais bon, vous verrez sa petite tête peut-être à un moment ou un autre. Trêve de digression, on continue et on passe maintenant au 6 septembre avec Les Briseurs de Fer, le tome 3, Une armée d'or et de blanc. C'est écrit par Zaya Feli et c'est à paraître chez MMM Bookmark dans la collection Teen Spirit. C'est un tome 3, je n'avais pas entendu parler, en tout cas je ne me souviens pas de la sortie du tome 1 et du tome 2. Je suis donc retournée un petit peu en arrière afin de lire le résumé du tome 1 parce que je trouvais la couverture superbe et je vais donc le retranscrire ici en quelques lignes. Ici nous allons rencontrer Ren, prince bâtard. C'est un titre qui lui va bien parce qu'il a toutes les richesses qu'il veut, mais aucune responsabilité puisqu'il est bâtard, il n'ira jamais sur le trône. Il a un frère qui est le prince héritier Élic. Malheureusement, son frère va se faire assassiner. Le quotidien de Ren va donc basculer parce qu'on va accuser Ren de ce meurtre et Ren va donc être forcée de fuir
afin de pouvoir survivre. Dans sa fuite, il va être accompagné apparemment d'un prisonnier du nom de Annick, je crois, qui semble quand même assez à l'aise dans la survie. Voilà, je n'en sais pas plus, évidemment, on peut supposer que Ren va essayer de prouver son innocence, va surtout essayer d'arrêter le tueur de son frère. Je pense qu'on va partir dans une aventure qui, si elle est bien écrite, peut être, ma foi, très intéressante. En tout cas, j'ai craqué sur la couverture et je risque très fortement de craquer sur la série. On reste le même jour, on reste chez MMM Bookmark, on change totalement de genre parce qu'on va partir sur une réécriture de contes avec Les Contes des Royaumes Oubliés, le tome 3, La Sirène aux écailles d'or. Je n'ai pas besoin de vous en dire trop, je pense que vous le devinez tout de suite, il s'agit en effet d'une réécriture du conte de la petite sirène et c'est écrit par Isabelle Lesteplume. Il était une fois une tempête, un naufrage et un jeune homme retrouvé sur le rivage. Il était une fois un prince sirène prêt à tout pour devenir humain. Il était une fois un magicien au cœur brisé. Embarqués par un coup du sort dans une chasse au trésor, ils sont loin de se douter de la menace qui plane. Mais quel lien pourrait avoir une cité engloutie, une perle ensorcelée, une bande d'insaisissables pirates et une arme légendaire? Au-delà des mensonges, Caleb, Erel et Abyss devront trouver les réponses avant qu'il ne soit trop tard. Car toutes les histoires possèdent un fond de vérité, et certains mystères ne devraient jamais être dévoilés. Voilà, la quatrième de couverture est plutôt bien faite, donc autant que je vous la lise vu qu'elle n'était pas très longue. Et puis c'est une réécriture de conte, donc voilà, là aussi on se doute un petit peu de quoi ça va parler. Allez, le 7 septembre, maintenant on se dirige aux éditions Plume Blanche avec Les Princes de Feu. Une sortie des éditions Plume Blanche qui me fait très envie et qui est écrite par J. Robin ou Robin, je ne sais pas si je dois le prononcer à la française ou à l'anglaise. Dans ce livre, nous allons rencontrer Killian, qui est le prince héritier de Shan Mara, le grand empire des rois de feu. Sauf que son destin tout tracé n'est pas réellement son destin rêvé, puisque Killian, lui, ce dont il rêve, c'est de prendre la mer, c'est de découvrir le monde et de vivre 1000 aventures. Bref, il n'est pas réellement fait pour monter sur le trône et est forcé d'avouer qu'il néglige quand même ses responsabilités. Du coup, son frère cadet, Samir, finit par avoir peur en fait de le perdre et il va faire l'impensable, passer un pacte avec un djinn. Il semblerait bien que Samir se soit fait avoir par l'esprit et que tout va aller de mal en pis, puisque son frère va se retrouver exilé de gré ou de force, je ne sais pas, et leur père sera assassiné. Il semblerait que malgré tous ces éléments, les deux frères vont essayer de se retrouver. Je ne sais pas, ça m'attire, c'est une histoire qui me tente bien et je la découvrirai avec grand plaisir. Ensuite, le 8 septembre, ce sont les éditions Rajo qui nous offrent une nouvelle sortie avec The Curse Breakers, donc les briseurs de malédiction. Le tome 1, Un sort si noir et éternel. Je trouve le titre à chier. Voilà, c'est tout. Il faut arrêter en ce moment les titres à la Cotard, là, un palais d'épines et de roses, un machin de trucs et de trucs, un machin de bidule et de... Oh, sérieux, un sort si noir et éternel, stop, arrêtez les titres à rallonge, on sait même plus où donner de la tête. Bref, c'est pas grave, c'est écrit par Brigitte Kemmerer ou quelque chose comme ça, parce que je suis probablement en train de massacrer son nom, et comme je vous l'ai déjà mentionné, c'est à paraître chez Rajo. Nous sommes à Washington et nous allons rencontrer Harper qui a 17 ans, qui est dans les rues et qui va assister à une tentative d'enlèvement. Elle ne va pas pouvoir s'en empêcher, elle va essayer de sauver la personne, sauf que sa bonté va se retourner contre elle, puisque c'est elle qui va se retrouver à être enlevée. Sauf qu'elle n'est pas juste kidnappée, séquestrée contre une rançon, bien loin s'en faut, puisqu'elle va se retrouver dans un monde dont elle n'a jamais entendu parler. Sur le papier, ça ressemble à un conte de fées. Un château, de la musique sans orchestre, une cuisine enchantée, de la magie partout et bien sûr, un prince beau et énigmatique, un prince qui évidemment est maudit. Est-ce que vous voyez peu à peu venir la réécriture de La Belle et la Bête? En tout cas, moi, c'est mon interprétation. Notre cher prince, qui s'appelle Ren, encore une fois, cherche à sauver son peuple en fait d'une créature sanguinaire et c'est pourquoi il demande à son commandant ou son général ou je ne sais qui d'enlever des jeunes femmes dans l'autre monde afin de briser une sorte de malédiction. D'après ce que je comprends, la créature sanguinaire est Ren lui-même et que afin de rompre la malédiction, il doit se faire aimer avant le début de l'hiver afin de ne pas retomber dans cette espèce de rage meurtrière.
Voilà, comme je l'ai dit, là encore une réécriture de conte et on part sur la réécriture de La Belle et la Bête. C'est le genre de bouquin que j'aime bien typiquement lire en hiver, les réécritures de contes, comme ça je trouve ça assez doudou. Donc pourquoi pas découvrir, à voir ce qu'il en est. Le 9 septembre, c'est Jupiter Phaeton qui nous offre la sortie d'un tome 2 de sa nouvelle série Hayes Malone. Je déguste des bonbons sur des cadavres et parfois ils sont encore vivants. Ce sont ces titres à rallonge, ils sont toujours comme ça. Archibald Sky, c'était pareil, ça a l'air d'être dans le même type d'humour qu'Archibald Sky, que j'ai mis en pause parce que le tome 4 d'Archie, je suis trop déprimée pour le lire, il y a des trucs qui se passent qui sont un peu durs et du coup j'en ai parlé avec l'autrice et elle m'a dit attends la sortie du tome suivant, comme ça tu vois ça, voilà, attends de te sentir mieux, tout ça. Donc voilà, j'ai mis ce tome en pause. Mais comme j'aime beaucoup cette autrice, j'ai commandé un autre roman d'elle et il y a aussi Hayes Malone que j'ai très envie de découvrir. Je vous donne quelques petits mots du résumé du tome 1. En fait, plutôt que de vous en dire quelques mots, je vais vous le lire comme ça, vous aurez une idée de la plume de Jupiter Phaeton. Si vous regardez mes EDH lecture, vous savez que j'aime beaucoup. Encore une fois, c'est de l'urban fantasy très humoristique, ça n'a pas d'autre prétention que de faire passer un moment et que de faire rire et je trouve que ça remplit très bien ce rôle. Hayes est une ange immortelle, accro aux fraises Tagada et flemmarde jusqu'au bout des ongles. C'est simple, si elle pouvait rester dans son canapé toute la journée à mater Grey's Anatomy, sa vie serait parfaite. Mais Hayes a un job, en fait elle en a deux. Le jour, elle se comporte presque comme une humaine en tant qu'assistante de direction d'une boîte de pub. Et la nuit, elle bute des humains. Oui, pas tout à fait le genre d'ange que vous imaginez, hein. Mais voilà qu'elle se retrouve à devoir résoudre le meurtre de son demi-frère Limus. Elle doit également surveiller Robert, son patron du jour, qui lui couvre une vilaine crise de la quarantaine, tandis que son boss divan chouchou change d'affection et est remplacé par Red, un dragueur invétéré en guise de patron angélique. Et si avec ça, on en parle de son psy étrangement canon qui s'appelle Bradley et qui figure sur la liste, sous-entendu la liste des gens à buter. Non, c'est la crise clairement, et partant de crise, il faut sortir les grands moyens, le pot de Nutella par exemple, et la petite cuillère qui va avec. Bon voilà, ça vous donne une idée un petit peu du délire dans lequel vous partez quand vous lisez du Jupiter Phaeton, mais moi franchement ça me fait rire, et en ce moment ça fait pas mal, ça me fait pas mal, surtout que je suis fatiguée. Donc Hayes Malone, je pense que je vais commander le tome 1 et probablement le tome 2 en même temps, comme ça ce sera fait. Le même jour va sortir totalement différent, l'agence Lovecraft, le tome 1, Le mal par le mal, c'est écrit par Jean-Luc Marcastel et c'est à paraître chez Gulfstream Éditeur. Ce sont les deux éléments qui font que je vous en parle parce que le résumé, comme pour les romans que je vous ai présentés au début, le résumé est assez bateau. Le genre de résumé qui peut laisser à penser que soit vous avez une petite pépite, soit vous avez un truc qui n'est pas bon du tout. Sauf que là, on parle de Jean-Luc Marcastel et c'est à paraître chez Gulfstream. Du coup, c'est vrai que c'est quand même assez rassurant. Ici, d'après ce que j'ai compris, avant l'apparition des humains, régnaient des formes de vie assez, à mon avis, effrayantes, qui se sont mises en sommeil, donc avec l'apparition des humains, mais qui, on le devine, attendent juste le bon moment pour se réveiller. C'est dans ce contexte qu'on va rencontrer trois personnages, Ryan, Sergei et j'ai oublié son nom, Marie. Ils ne se connaissent pas, ils ont juste un point commun, ils ont des pouvoirs apparemment assez effrayants et très convoités surtout. Du coup, les trois ados vont quand même essayer d'échapper à ces gens qui convoitent leur pouvoir et ils vont avoir d'autres choix que de se rapprocher d'une jeune fille qui fait partie d'une étrange agence, l'agence Lovecraft. On imagine bien agence secrète, guerre secrète, créature, on peut supposer que les trois vont être l'élément décisif dans la guerre, etc. Mais comme je vous ai dit, c'est écrit par Jean-Luc Marcastel qui en général a quand même une imagination de dingue, ça peut donc être très bien. Le seul point que je n'ai pas réussi à éclaircir, c'est est-ce que c'est du jeunesse, du young adulte, ils sont ados, donc je suppose que c'est du young adulte. Voilà, c'est le seul point que je n'ai pas réussi à éclaircir. Et ben je le découvrirai à la lecture. Le 10 septembre, ce sont les éditions Inceptio qui nous offrent une nouvelle sortie avec les chroniques d'Hyperion, le tome 1, La Fureur des Rapaces.
C'est écrit par Lina Deranor et personnellement il est déjà en précommande et je pense que je devrais le recevoir bientôt. Ici nous sommes dans de la fantasy, une fantasy où la légende raconte qu'autrefois les rapaces étaient vénérés et déifiés à tel point que ces derniers offraient à certains guerriers très accomplis un soupçon de magie. Sauf que tout cela était autrefois. Aujourd'hui, nous avons 4 continents qui apparemment se vouent une haine profonde et féroce. Ici, nous allons rencontrer Maxine, qui est un soldat et qui va se faire très vite remarquer par ses talents de duelliste et de voltigeuse. Ses talents ne vont pas passer inaperçus, c'est une jeune femme, elle est rousse, elle a l'air assez flamboyante et eh bien elle va, on va dire, être remarquée par le capitaine des soldats qui apparemment est un homme à la discipline de fer, je n'en sais pas beaucoup plus sur lui. Sauf que bien, comme dans quasiment tous les combos qui vont bien, ce sont 2 personnages que tout oppose et qui ne vont pas avoir d'autre choix que de faire alliance afin de sauver le royaume d'Hyperion. Voilà, je n'en sais pas plus, en tout cas il arrivera chez moi, je veux le lire, c'est certain, la couverture est superbe aussi et voilà, il me tente bien, j'ai bien envie de le découvrir. Le 15 septembre, un livre qui me donne trop envie avec Histoire officielle de l'émergence des vampires, c'est à paraître chez Pygmalion et c'est écrit par Raymond Villarreal ou Villarreal. Est-il français ou pas? Je ne sais pas, désolé, vous pouvez lire son nom sur la couverture. En tout cas, c'est un roman qui... sur les vampires évidemment, mais qui me tente plutôt pas mal et c'est assez rare de voir ce genre de sortie chez Pygmalion. Ici, nous sommes en Amérique et on va retrouver le cadavre d'une jeune femme, sauf que à peine arrivé à la morgue, le cadavre disparaît. L'enquêtrice Lauren Scott, qui est appelée sur place afin d'aider la police locale, ne semble pas vraiment surprise entre guillemets. Il semblerait qu'elle ait déjà remis en cause sa façon de voir la médecine. En effet, ce cas n'est pas un cas isolé, d'autres corps vont être retrouvés sans vie, vidés de leur sang, 2 trous le long du cou. Tous ces corps vont disparaître les uns après les autres dans des circonstances plus mystérieuses les unes que les autres. Et il semblerait bien que si cette étrange maladie qui touche les États-Unis comme ça est au début plutôt localisée, c'est une véritable pandémie qui va s'abattre sur le monde. Et du coup, que l'on soit chercheur, gouvernement, religieux, tout le monde va essayer d'y comprendre quelque chose. Mais où cela va-t-il les mener ? Voilà, je trouve que le pitch a l'air tout à fait sympa, donc je pense que c'est un roman que je découvrirai, surtout que bah, je vous dis c'est... Enfin ça a l'air... Ça sort chez Pygmalion, c'est pas du young adult, parce que c'est vrai que souvent les histoires de vampires c'est au jour d'aujourd'hui très souvent du young adult, donc ça va faire du bien de retrouver des histoires de vampires adultes. Le 16 septembre maintenant, nous avons Infinity Cycle, le tome 1, Fils de l'infini. C'est écrit par Adam Silvera et c'est à paraître dans la collection R. Adam Silvera a écrit ils meurent tous deux à la fin, enfin je ne sais plus, enfin un livre qui n'est pas vraiment de la fantasy ou quoi que ce soit, mais que j'ai pas lu parce qu'il a l'air super triste, donc j'y ai pas touché. Et il revient ici avec quelque chose de beaucoup plus fantasy, ce que je suis pas sûre que ce soit beaucoup plus gay, parce qu'une fois encore, et ben il y a qu'un seul survivant à la fin, tout ça, mais bon. En tout cas, le pitch en lui-même a l'air sympa parce qu'il y a des phénix, de la magie et ça a l'air plutôt cool. On va rencontrer ici 2 frères, Emile et Brighton, qui vivent à New York et qui sont des êtres que l'on appelle des célestes qui ont des pouvoirs. Visiblement, ces célestes, avec leurs pouvoirs, sont là pour combattre. Ils combattent les spectres au sein même de la ville. Bref, nous avons ici 2 personnages qui essayent de trouver leur place au sein d'une caste surpuissante. Sauf que Brighton, lui, n'est pas du tout puissant et du coup, il essaye de gagner sa place, sa célébrité, ce que vous voulez, avec sa chaîne YouTube. Quant à Emile, lui, la seule chose qu'il veut, c'est qu'on lui foute la paix, qu'on l'oublie et qu'il puisse continuer à protéger ses phénix bien-aimés. Sauf que, bien, les pouvoirs d'Emile vont finir par se manifester.
il va se retrouver dans une position entre les célestes, les spectres, etc. Je pense qu'il va avoir un peu une position clé, il va être un peu sur le devant de la scène, le rôle qu'avait toujours rêvé d'occuper son frère Brighton alors que lui n'en veut absolument pas. Est-ce que les deux frères vont réussir à survivre à ces épreuves? Je ne sais pas dans quoi on va partir, tout ce que je sais c'est qu'on vous dit personne n'en sortira indemne et il n'y aura qu'un seul fils de l'infini. Voilà, apparemment il n'y en a qu'un seul des deux qui est destiné à survivre ou en tout cas à devenir un élu ou je ne sais quoi. Donc c'est peut-être pas à survivre en effet mais c'est à devenir un élu. Est-ce que ça va créer une guerre entre les deux frères ou j'en sais rien. Mais comme je vous ai dit, fantasy, phoenix, tout ça, ça me suffit. Le même jour, un roman que là aussi j'ai l'intention d'acheter. Il s'agit de L'or par Alexandra Bracken à paraître aux éditions de Sexus. Honnêtement, j'avais déjà décidé d'acheter avant même de lire le résumé parce que voilà, la couverture était trop belle et on voyait vraiment qu'on allait partir dans la mythologie grecque, bah, ça me suffisait en fait. Ici en fait ça se passe de nos jours, nous sommes à New York et il y a une sorte de jeu meurtrier qui revient assez régulièrement et que l'on appelle l'agone. En effet, tous les 7 ans, pendant une semaine seulement, 9 dieux grecs sont forcés de descendre et d'arpenter la terre. Sauf qu'ils n'ont pas juste à arpenter la terre, ils deviennent mortels. Tout cela parce qu'ils ont osé défier le grand Zeus. Vous vous imaginez bien que des dieux devenus mortels arpentant la terre, ça attire quelque peu les convoitises et qu'ils vont être très largement chassés. Car en effet, il existe plusieurs lignées qui sont chasseurs de père en fils ou en fille ou en descendant, ce que vous voulez. Et en fait, lorsque vous arrivez à tuer un dieu, vous prenez sa place et son immortalité. Autant vous dire que ça va mener quand même, à mon avis, à quelques extrémités. Laure est la descendante de l'une de ses familles de chasseuses, sauf que sa famille a été complètement massacrée par une famille rivale et Laure a voulu s'éloigner de tout ça, ne plus jamais entendre parler des dieux, de la chasse, de la gonne, etc. Elle veut juste qu'on l'oublie et vivre une vie le plus normale possible. Elle a même décidé de ne pas se venger de l'homme, donc devenu un dieu, qui est responsable de la mort de sa famille. Sauf que, eh bien, évidemment, son quotidien va être bouleversé lorsque 2 personnes vont s'approcher d'elle. La première personne, il s'agit de Castor, son ami d'enfance qu'elle croyait mort, et la deuxième n'est autre que la déesse Athéna qui semble très grièvement blessée. Pour différentes raisons et notamment pouvoir défaire le nouveau dieu qui a tué la famille de Laure, Laure, Castor et Athéna vont former une alliance et je suppose qu'ils vont partir dans des aventures assez sympas. Je n'en sais pas plus et je découvrirai le reste pendant ma lecture. On arrive maintenant au 22 septembre avec une nouvelle parution aux éditions MMM Bookmark dans la collection Urban Fantasy, si je ne dis pas de bêtises, et il s'agit du nouvel Helen Harper. Helen Harper, c'est l'autrice de la saga de la trilogie Ivy Wild que j'ai beaucoup aimé, une urban fantasy qui est très drôle, sans prétention, mais voilà, le genre de truc frais et léger que j'aime bien intercaler des fois, juste pour pouvoir souffler un petit peu, et elle revient avec Super Madrona, le tome 1, dans les emmerdes jusqu'au cou. Ça a l'air d'être exactement le même style qu'Ivy Wild, sans prétention, pas le scénario qui casse 3 pattes à un canard, mais le genre de bouquin qui fait bien rire. Un corps, plusieurs attaquants à l'allure bizarre, des pouvoirs magiques très étranges, et une sévère crise d'amnésie. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Madrona ne passe pas une très bonne semaine. Mais ça va s'arranger. Tout ce qu'elle a à faire, c'est découvrir qui elle est vraiment, empêcher une star de feuilleton télévisé d'être agressée par un harceleur, et comprendre pourquoi tant de gens semblent avoir peur d'elle. Parce qu'elle ne peut être que quelqu'un de bien, n'est-ce pas ? Voilà, je ne sais pas du tout dans quoi on va partir, de la magie, des trucs, des machins, ça a l'air drôle. Je vous dis, je l'ai juste notifié parce que c'est l'autrice d'Ivy Wild et que ça m'avait bien fait rigoler. Encore une fois, ça va pas être un roman avec des grandes prétentions scénaristiques, hein, attention. Hein. Mais je pense que si vous avez envie de vous vider la tête, ça peut être sympa. Le même jour, toujours chez MMM Bookmark, là aussi j'ai décidé de lui laisser sa chance parce qu'il peut être drôle, comme il peut être nul à chier, mais il peut être drôle, avec Unité des crimes vampiriques, le tome 1, Comment vexer un vampire, et c'est écrit par Alice Winters. Là aussi je pense qu'on part dans de l'urban fantasy avec de l'humour, des choses comme ça. Donc je me suis dit pourquoi pas.
Donc, dans cette histoire, nous allons rencontrer Finn, qui est un humain, mais qui va se retrouver dans une unité d'élite crime anti-vampire où il n'y a que des vampires. Et il va être obligé de faire équipe avec Marcus, Marcus qui est un vampire et qui apparemment, quand il regarde Finn, on a l'impression qu'il a juste envie de le bouffer. Ce que Finn n'a pas dit, c'est que s'il a rejoint cette unité spéciale, ce n'est pas que par vocation, mais aussi parce qu'apparemment il est en danger. Quant à Marcus, de son côté, eh bien, il va apprendre petit à petit aux côtés de Finn que finalement la vie ne s'arrête peut-être pas à son boulot et à son chien. Donc je suppose qu'il va leur arriver plein d'aventures, je suppose qu'il va y avoir une romance entre les deux gars. Voilà, je n'en sais pas plus, mais c'est pareil, ça a l'air sympa, j'avais envie de laisser une chance, voir s'il y a un petit peu d'action, d'humour, de choses comme ça. J'espère juste qu'on ne va pas tomber dans la pure romance, parce que vous savez, moi j'aime pas trop les romances, donc j'espère que ce sera pas que ça et qu'on va rester dans l'action, l'humour, etc. Le 22 septembre va sortir le tome 2 de l'Antidote mortel. C'est écrit par Cassandre Lambert et c'est à paraître aux éditions Didier Jeunesse. Je n'avais pas vu passer le tome 1, il faut dire que j'ai pas trop eu le temps ces derniers mois, mais la couverture du tome 2 m'a fait bien envie. J'ai donc été jeter un œil sur le résumé du premier tome. Ici, nous allons rencontrer Whisper, Whisper qui est une princesse dont l'existence est complètement cachée. En effet, la reine est atteinte d'un mystérieux mal et on ne sait pourquoi le père de Whisper a donc décidé de garder Whisper enfermée et cachée à l'existence pas de tout le monde puisqu'il va quand même la forcer à se marier, mais en tout cas elle n'a pas le droit de sortir. Sauf que la jeune fille, le mariage forcé, ça la fait quand même pas trop délirer je pense, et donc elle va décider de s'enfuir et de se cacher en cachant évidemment sa nouvelle identité. On va rencontrer d'autres personnages, notamment Eden, qui est une jeune fille qui a un tempérament de feu je pense, et qui va être chassée d'un orphelinat. Elle n'a qu'un seul et unique but, c'est venger son père qui a été un inventeur qui a été tué par le roi lui-même. Évidemment, elle va rencontrer Whisper et donc je ne sais pas si elle va se lier d'amitié ou si elle va se servir d'elle, mais Whisper va être un petit peu sa porte d'entrée pour le palais. Et donc on va rencontrer un troisième personnage du nom de Jadis qui se balade avec un antidote, le seul a priori capable de sauver la reine, et il va rencontrer en chemin Whisper et Eden. Et donc ces trois personnages que tout oppose, qui ont des destins complètement opposés, qui ont des desseins opposés, vont se retrouver liés, et je ne sais pas comment ça va tourner, mais j'aime bien en fait l'histoire de ces trois personnages, leur destin, etc., leur rencontre, et je pense que ça peut être très sympa. Si vous avez déjà lu le tome 1, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Le 23 septembre va aussi paraître Rempart, le tome 1, le livre de Colis, c'est ça, écrit par Mike Carré et apparaître chez La Talente. Ici, nous sommes dans un monde où, au lieu d'évoluer, l'humanité a régressé, va se mettre à vivre dans des petites communautés agricoles. Et surtout, la nature, de par le passé des humains, a été génétiquement modifiée et elle est capable maintenant de se défendre et notamment de s'en prendre à tout être humain qui lui passe sous les branches. C'est donc dans cet univers que l'on va rencontrer Colis qui a 15 ans et dont l'avenir dans son village paraît tout tracé puisqu'il semblerait qu'il soit plus ou moins destiné à prendre la suite à la scierie familiale, mais ce n'est pas le souhait de Colis puisque Colis veut devenir Rempart, des privilégiés qui sont là pour finalement protéger la communauté, mais d'après ce que j'ai compris, il y a des épreuves à passer, ce n'est pas facile de réussir, mais Colis ne perd pas espoir, il est persuadé d'y arriver, et on finit ce résumé en vous disant Colis ne renonce pas, il se fera rempart à Mittenkreuz, il a tout faux. Je sais pas, je trouve que c'est hyper intriguant, j'aime bien, par contre ça rentrerait super bien dans le Pumpkin Autumn Challenge, dans l'anticipation écologie et tout. J'aime bien le côté où la nature, à cause de l'être humain, a évolué dans quelque chose de dangereux pour l'être humain, et voilà, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus, et je pense sincèrement découvrir ce livre. Allez, on arrive presque au bout, puisqu'il ne me reste que 2 livres à vous présenter. Le premier va paraître le 27 septembre, il s'agit de La riposte des dragons, le tome 3, La rage d'un berserker.
C'est écrit par Marlène Jedinak et une fois encore, c'est apparaître chez MMM Bookmark qui, comme d'habitude, sont très prolifiques. Et comme d'habitude, quand je vous donne des sorties, je sais jamais si c'est la sortie numérique ou papier. En tout cas, sachez qu'il s'il s'agit de la sortie numérique, en général, le papier sort un mois plus tard, donc ça vous donne un petit peu une idée. Alors pourquoi est-ce que je me suis penchée sur ce livre? Parce que j'étais voir le résumé du tome 1, et ça commence par la Normandie, terre de légende, et surtout l'épine dans le pied du roi de France. Un livre de fantasy qui parle, ou fantastique en tout cas, qui parle de la Normandie, vu que j'habite en Normandie, je ne pouvais que me pencher dessus, surtout que sincèrement, ça a l'air plutôt pas mal. D'après ce que j'ai compris, le roi de France a bien l'intention de mettre ce duché sous sa coupe, sauf que la Normandie semble protégée par de redoutables berserkers, et le roi de France a décidé, je pense, de mettre un terme à leur existence, et notamment à l'existence du chef de leur meute, je pense qu'ils appellent ça comme ça, Axel de Courcy. Afin de réussir son coup, il va s'allier à un mage noir, et ils vont tendre une sorte de piège, sauf que l'on vous dit, est-ce que le mage a vraiment le même dessein que le roi? Le roi qui s'appelle Louis XXII, donc vous voyez que vous êtes quand même dans une France qui a évolué particulièrement. Et donc je n'en sais pas plus, ce que l'on va parler Normandie, magie noire, berserker, etc. Voilà, je trouve que ça a l'air plutôt sympa. Là aussi d'ailleurs c'est le genre de bouquin qui peut rentrer pour le Pumpkin Autumn Challenge. Mais bon, je vais quand même pas tout acheter, surtout que vous allez voir, ma pile elle est à peu près comme ça. Et je terminerai cette vidéo, enfin, désolé, c'était un petit peu long, avec une sortie le 29 septembre, le nouveau Sir Cédric, enfin plutôt Cédric Sir, parce que maintenant qu'il ne fait plus du thriller fantastique, mais du thriller tout court, ce n'est plus Sir Cédric, mais Cédric Sir. Et il a sorti La Saignée, apparaître chez Fayard. Je n'ai pas lu le résumé, donc ça va être très vite fait parce que je n'ai pas l'intention de le lire, juste de savoir qui est l'auteur me suffit. J'ai du retard dans mes lectures, donc je ne vais pas me précipiter sur cette nouvelle sortie, mais en tout cas, pour les amateurs de cet auteur, fin du mois, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Je sais simplement ici qu'on y parle dark web, on y parle d'une red room appelée La Saignée, où il y a des sortes, peut-être pas de snuff movie, mais en tout cas des meurtres en ligne, ça c'est certain. Et donc évidemment vous allez suivre un enquêteur, etc. Voilà, je vous dis, je me suis pas trop penchée sur le résumé, je voulais pas en savoir plus, donc on vous ferai avec ça. J'en ai terminé avec toutes ces sorties du mois de septembre. J'espère qu'elles vous auront plu. De votre côté, n'hésitez pas à me dire ce qui vous fait envie, ce que je les ai notés ou pas. Et je vous souhaite à tous et à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!